Comment as-tu commencé la pêche? Eh ben avec une canne à pêche et un moulinet. Non, ça c'est pas vrai. Enfin si, c'est vrai. Mais plus ou moins, en fait, j'ai commencé quand j'avais 7 ans avec mon frère jumeau qui s'appelle Christophe. Et on a commencé dans un quartier de Rennes, à pêcher dans un endroit où il n'y avait pas le droit. Mais je pense que ça m'a suivi par l'avenir. Et en fait, on a débuté ensemble, on a appris ensemble. On pêchait d'abord au coup, puis après au vif, la carpe, le carnassier. J'ai eu un moment d'arrêt, puis après, je suis reparti dans la pêche et c'est là où j'ai commencé à créer ma chaîne YouTube. C'est quoi ton vrai métier? Alors, mon vrai métier à moi, c'est créateur de vidéos et communicant. C'est-à-dire que c'est deux choses qui vont en même temps. En fait, j'ai deux casquettes. La casquette du YouTuber, même si j'aime pas trop ce terme, créateur de vidéos sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, YouTube, etc. Et j'ai aussi un aspect communicant par rapport au partenariat que j'ai avec les marques. Voilà. C'est ça mon travail, c'est comme ça que je gagne ma vie. Tu es l'un des plus anciens et l'un des plus réguliers. Qu'est-ce qui fait courir Amignac? Eh bien, je ne cours plus parce que j'ai 40 ans et mes genoux, ils sont flingués. Trêve de plaisanterie. En fait, ce qui me fait vraiment marcher, c'est la passion. Dans un premier temps, je suis un vrai pêcheur. J'aime la pêche, j'aime aller à la pêche, découvrir, apprendre au contact des autres. Et surtout, il y a aussi l'aspect financier. C'est devenu mon travail passion. Voilà. En fait, j'allie ma passion avec mon travail. Donc, c'est pour ça que je continue à faire ce que je fais. Et en fait, la pêche, c'est toujours un renouvellement. Certains pensent tout connaître, mais finalement, on est loin de la vérité. Moi, j'aime vraiment apprendre et c'est ça le but. Pour moi, c'est le partage, l'apprentissage et je kiffe. Qui t'a aidé dans ce milieu? As-tu rencontré des résistances, des animosités? Alors, on va parler d'abord de qui m'a aidé dans le milieu. Qui m'a aidé dans le milieu? En fait, je pense que au début de YouTube Pêche, c'est-à-dire il y a 10 ans, on était un petit nombre. Et ce petit nombre-là, eh bien, il s'entraidait, tout simplement. On se donnait des conseils, voilà, mets ce tel titre, mets ce tag, n'hésite pas à faire ce type de vidéo, viens, on fait des collabs, etc. En fait, on se poussait vers le haut. Après, avec le temps, la nouvelle génération de YouTubeurs pêche, eh bien, tout simplement, ça s'est distancé. Voilà, chacun fait son truc de son côté. Peut-être qu'il y a des pseudo-concurrences, ça c'est possible, mais c'est pas mon cas. Moi, je préfère vraiment être dans le partage. Pourquoi pas faire des collabs? C'est quelque chose qui fait progresser la chaîne et puis les abonnés, ils aiment bien voir un YouTuber d'une chaîne venir voir un autre YouTuber, c'est vraiment fun. Ensuite, au niveau de l'animosité, oui, clairement il y en a. Alors il y en a à certaines périodes et on est en plein dedans parce que à l'heure où on tourne, c'est l'heure de la fermeture. Et le pêcheur, c'est un passionné. Quand on dit passion, il y a toujours cet aspect émotion. Et le problème, c'est que vu qu'il a plus d'émotion à la pêche, il le retransmet d'une façon négative. Et ce moment-là, et juste avant l'ouverture, c'est souvent les moments-là où on a beaucoup de messages haineux. Surtout des gens qui pensent que on est censé représenter l'élite de la pêche. Mais nous, on n'a jamais dit qu'on était l'élite de la pêche. Nous, on veut juste parler de ce qu'on aime et notre passion. Donc, en fait, ils font le rapprochement entre les compétiteurs ou les gens qui sont plus expérimentés que nous. Et ils nous reprochent ce genre de choses, par exemple. Donc oui, on a des messages haineux, mais c'est environ 5-7% des messages. Et effectivement, on a beaucoup plus de messages d'encouragement et des messages constructifs pour faire avancer les choses que vraiment des messages haineux. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu referais à l'identique et qu'est-ce que tu changerais? C'est une très bonne question. Je suis un amateur. J'ai fait tout en autodidacte. J'ai pas eu de formateur, j'ai pas eu de formation. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Je pense que ce que je changerais, ce serait certaines erreurs que j'ai faites, des choses que j'ai dites, qui pour moi ont peut-être influencé en ma défaveur, dans le sens où ça m'a donné une image, avant je parle, de quelqu'un qui était trop moralisateur. Voilà, c'est peut-être l'image-là que je veux plus avoir. Après, franchement, je refais la même chose. Parce que finalement, c'est le destin, c'est comme ça. Si je l'ai fait, c'est que c'était écrit, c'est comme ça. Moi, c'est ce que je pense. Certains diront peut-être que tu aurais dû peut-être plus aller sur tel réseau, ou alors tu aurais dû peut-être plus faire de collabs ou des trucs comme ça. Mais c'est moi en fait. C'est moi et mes erreurs, c'est moi et mes qualités. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que les abonnés, ils se retrouvent en moi et peut-être ils détestent ce que je suis, mais il y en a qui adorent ce que je suis. Donc finalement, avec le poids de la balance, je préfère rester moi-même. On te voit dorénavant carpiste.
Ben écoute, je deviens de plus en plus vieux et effectivement, je bouge de moins en moins. Non, je plaisante. En fait, j'aime découvrir des choses, comme je vous ai dit au début de l'interview. Et la carpe, ça m'intriguait. Ça m'intriguait pourquoi? J'avais cette question, comment ils font pour aborder leur poste? Comment ils font pour pêcher des aussi gros poissons dans telles conditions, dans tel milieu, etc. Et c'était très intéressant. Et j'aime apprendre. Et plus ça va, plus je kiffe. Et la carpe, pour moi, c'est une continuité dans le carnassier. C'est-à-dire que c'est bien de pêcher le carnassier. Mais avant, moi, j'ai pêché le blanc. J'ai pêché le carnassier. J'ai pêché la truite. J'ai pêché la carpe. J'ai pêché aussi en mer, etc. Je pense que c'est très important de se diversifier. Et surtout pour moi, qui est un travailleur de la pêche, on va dire, un professionnel de la pêche, ça fait plus de 10 ans. Et le problème, c'est que si j'étais resté que sur le carnassier, ben, je me serais lassé, personnellement. Je parle pas de faire des vidéos pour faire des vidéos, mais c'est plus moi, personnellement. Mon expérience, je sais que je me serais lassé, en fait. Et je voulais vraiment me diversifier par rapport à ce que je présente. Quel bilan peux-tu tirer de tes 10 années sur YouTube? C'est dur, vraiment. Je vois certains jeunes parfois et ils me disent « Moi, quand je serai grand, je veux devenir un YouTubeur. » Eh bien, écoute, tu peux. Si tu souhaites le faire, tu peux. Moi, quand j'étais petit, je voulais faire astronaute et je suis pas devenu astronaute. Tu peux avoir des rêves, il n'y a pas de souci, mais sache qu'il y a beaucoup d'inconvénients. Et le premier inconvénient que je vois, c'est le fait finalement, de plus avoir cette fibre de passion. Toi, quand tu vas à la pêche, tu es toujours heureux. Ça veut dire, ça te coupe des autres choses. Ça te coupe du travail, ça te coupe de l'école, ça te coupe de la famille. Moi, quand je vais à la pêche, je veux travailler. Donc, du coup, c'est pas forcément une bonne chose. Ensuite, il y a la précarité du travail. C'est le fait que tu es dépendant d'une plateforme ou des plateformes par rapport à l'algorithme, par rapport au nombre de vues, par rapport, etc., etc. Et du coup, c'est vraiment pas facile. Après le bilan, beaucoup de rencontres. Et ça, j'ai kiffé. D'apprentissage, de bonheur, des illusions, beaucoup de sentiments qui se mélangent. Mais je pense que c'est tout simplement un cheminement de vie. Et si je devais le refaire, je le referais. Quelles sont les clés pour réussir sur YouTube? Alors aujourd'hui, les clés pour réussir sur YouTube, elles sont diverses, je pense, parce qu'aujourd'hui, il y a un outil qui s'appelle le short. Et il y a beaucoup de chaînes qui peuvent ne vivre que de short. Quand je dis vivre, ça veut dire perdurer, avoir beaucoup d'abonnés, etc., beaucoup de vues. Mais si tu veux vraiment percer en 2025, c'est très difficile, mais c'est pas impossible. Il te faut une personnalité, une originalité et créer une communauté. En gros, c'est très simple. Tu peux avoir du matériel haut de gamme ou alors du matériel classique, comme juste une GoPro ou alors une Action Cam Osmo. T'as pas obligé d'avoir la dernière. L'important, c'est d'avoir du 720p 60 fps. C'est juste simple. Puis, je pense que ce qui est intéressant avec YouTube, bon, ça tout le monde le sait depuis les années que ça existe, mais c'est que chaque personne, toi, tu peux devenir aussi quelqu'un qui partage sa passion en vidéo. Et il y a rien il y a pas de frein en fait, tu vois. Tu peux le faire. Après, il faut aussi vraiment de la créativité. Ça, c'est très important. Et pas avoir peur de l'échec. Pas avoir peur de l'échec, parce que ça arrive. Ça arrive de tout donner et finalement ça marche pas. Et finalement, tu te dis, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Je pense que dans un premier temps, il faut d'abord s'assurer une vie sociale, une vie professionnelle. Et tu peux faire ça en plus. Et une fois que tu as cette stabilité et tu vois que ça fonctionne, eh ben c'est à ce moment-là que tu peux te lancer pleinement dans les vidéos. Mais moi, ce que je te conseille, c'est déjà d'aller à l'école si tu es jeune. Et de deux, de travailler et en plus faire ce que tu aimes en vidéo, partager ta passion, etc. Je pense que c'est la clé de 2025. Un petit mot pour tes haters qui nous regardent? Merci. Merci à vous de m'avoir mis des bâtons dans les roues. Franchement, merci à tous. Vous savez pourquoi? Parce que dans votre intention de me nuire, vous m'avez facilité les choses. Parce que moi, je suis quelqu'un, si tu me rentres dedans, je vais tout faire pour te dire que tu as tort. Je pense que j'ai fermé la bouche de beaucoup de gens, mais c'était pas le but. Moi, le but, c'est vraiment de faire plaisir aux autres, de partager, etc. Mais je pense que le haters, finalement, c'est quelqu'un qui est seul, peut-être. Quelqu'un qui a des problèmes, quelqu'un qui s'ennuie. Je veux pas mettre tout sur la jalousie parce que c'est pas vrai. Mais je donne l'exemple de quelqu'un qui travaille, ça s'est mal passé avec son patron. Il rentre chez lui, sa femme lui a pas fait à manger. Ses enfants ne lui ont pas fait de bisous.
il se met à table ou dans son canapé, il ouvre ses réseaux et toute la haine qu'il a eue dans la journée, la frustration, eh ben, il le déverse sur les réseaux. Mais finalement, le lendemain, ben, ça va beaucoup mieux. Et ce qu'il a dit la veille, c'est pas forcément ce qu'il pense aujourd'hui. Donc, je leur en veux pas. C'est une minorité. Et peut-être qu'il y a des haters qui sont devenus des vrais abonnés, des fidèles. Et vice versa, des fidèles qui sont devenus des haters. Peut-être que moi aussi, je suis pas quelqu'un d'exemplaire. Et j'ai jamais dit que j'étais exemplaire. Mais je pense qu'il faut tout pour faire un monde. Mais il y a un truc qui est très important. Et comme le disait très simplement le philosophe B2OBA, si t'aimes pas, bah, tu regardes pas et puis c'est tout. Si je t'évoque le mot de responsabilité pour un créateur de contenu, qu'est-ce que cela t'inspire? Ça m'inspire un peu de peur, dans le sens où, effectivement, quand on est devant la caméra, on a une obligation de montrer l'exemple. Ah, ça, c'est sûr et certain. Mais, j'ai jamais dit que j'étais exemplaire. Vous voyez la nuance? On a l'obligation de montrer l'exemple, mais j'ai jamais dit que j'étais exemplaire. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup d'erreurs, et j'en fais encore, et tout le monde en fait. Et j'ai jamais prétendu être l'exemple de tel, ou j'ai jamais demandé aux gens de m'idolâtrer comme quelqu'un d'exemplaire. Voilà. On est responsable dans le sens où on doit montrer un bon comportement au bord de l'eau, déjà. Un bon comportement avec les gens au bord de l'eau. Montrer un bon exemple de la pêche, des pêcheurs. Et aussi, on doit montrer l'exemple dans le matériel qu'on met en avant. Par exemple, moi, je pêche beaucoup avec du matériel qui est abordable. Que monsieur tout le monde peut acheter. Mais je pêche aussi avec du matériel qui me fait plaisir. Qui n'a pas rêvé d'avoir une canne à pêche de luxe pour pêcher? Maintenant, la responsabilité, elle est partagée, je pense. Je pense pas que ce soit moi ou d'autres qui doit marquer l'empreinte de son discours par rapport aux responsabilités des gens. Moi, s'il y a quelqu'un qui trouve que je fais quelque chose qui est irresponsable, je suis très content qu'il vienne me le dire, soit en public, soit en privé, et que ce soit constructif. Ça veut dire, je peux faire des erreurs. Tout le monde peut faire des erreurs. Ça, il n'y a pas de souci. Et j'essaie de m'améliorer petit à petit. Si on compare, par exemple, aux vidéos que je faisais au début, où j'avais peut-être un comportement qui n'était pas très logique ou très respectueux, et ben maintenant, j'essaye quand même un maximum, dans la mesure du possible, et bien tout simplement avoir un comportement respectueux et avoir un bon comportement.